Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite, la présentation de votre journal ce soir. Colin Ancel, bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle d'une association créée par des soignants. Ils portent le ruban vert et ont créé l'association Aidons 72 pour sensibiliser aux dons d'organes et de tissus. La présidente Marie-Hélène Leroyer et le vice-président Jocelyn Selletes sont sur notre plateau. Et puis dans la suite, focus sur l'œuvre des pupilles. Cette association qui récolte depuis bientôt 100 ans des dons pour les orphelins des sapeurs-pompiers. Le commandant Letellier, secrétaire général de l'œuvre des pupilles au niveau national, en parlera avec nous. Mais d'abord, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 18 décembre, Marolles-les-Braud a sa technique pour attirer les jeunes. À compter du 1er janvier 2025, une prime de 5 000 € pourrait être allouée sous condition aux couples qui voudraient s'installer dans la commune. Et puis focus sur le chantier du viaduc de 134 mètres en construction dans le secteur de Conneré. On fait le point sur les travaux. Mais on ouvre ce journal avec le vote du budget régional. C'est ce jeudi. Et c'est en tout cas ce qui est prévu. Mais le groupe d'opposition L'écologie Ensemble dépose un référé liberté au tribunal administratif pour demander en urgence l'ajournement de la séance au nom, je cite, du respect démocratique et en raison d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il reproche des informations manquantes et des courriers annonçant des suppressions de subventions envoyées aux partenaires avant même le vote du budget. À noter aussi que le CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région Pays de la Loire, a réagi au budget primitif, partageant certaines préoccupations de l'opposition, notamment l'incertitude qui plane sans budget au niveau national. Pour autant, la majorité n'entend pas reporter le vote de ce budget. C'est un choix qui, selon eux, privilégie l'investissement et pas le fonctionnement. Alors qu'il était en route pour Nantes, le vice-président Jean-Luc Catanzaro a pris le temps de nous expliquer pourquoi. Écoutez. C'est pas parce que le gouvernement est tombé que Michel Barnier n'est plus Premier ministre qu'il n'y a pas 3200 milliards de dettes, qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas une dépense publique trop élevée. En clair, il n'y a pas eu un coup de baguette magique qui fait que tout va bien, qu'il y a de la visibilité, de la stabilité pour les entreprises. Reculer n'a jamais fait avancer. On estime, un, qu'il ne faut pas décaler le budget, et deux, en décalant, vous allez voter le budget en gros en mars, vous allez donner des éléments à vos partenaires en mars pour un budget 2025. C'est quand même pas forcément la meilleure nouvelle non plus. À noter que la rédaction de l'MTV Sarthe sera à Nantes ce jeudi pour vous montrer les débats et décrypter les discussions votées dans l'Assemblée, dans le Conseil régional. La commune de Marolles-les-Braud, elle, ne lésine pas sur les moyens pour attirer les jeunes. C'est une idée plutôt originale lancée par la municipalité de Marolles-les-Braud. À partir du 1er janvier 2025, les couples qui décideraient de s'installer dans la commune peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une prime de 5 000 €. Les explications, Anthony Piton. C'est une petite ville tranquille, à la recherche de jeunes. À Marolles-les-Braud, un quart des habitants ont plus de 70 ans. Alors pour attirer une nouvelle population, la commune a décidé de casser sa tirelire. Une prime de 5 000 € sera accordée aux couples qui achètent un bien ou qui font construire sur la commune. Moi, je trouve ça très très bien parce que bon, ça permet qu'il y ait des jeunes qui viennent avec des enfants. Ça fait de la population en plus. Hein. Il nous faut de la jeunesse pour ouvrir aussi peut-être d'autres commerces ou reprendre d'autres commerces, tout à fait. Et puis, vive les écoles, quoi. Voilà, vive la jeunesse. Condition pour bénéficier de la prime de 5 000 €, avoir moins de 40 ans et ne jamais avoir été propriétaire. Par ailleurs, la commune prévoit de verser 1 000 € supplémentaires pour chaque enfant de moins de 15 ans. C'est de l'investissement rentable puisque les personnes viendront acquérir un bien à Marolles, mais ils vont se brancher à l'assainissement. Donc ils vont payer leurs taxes sur l'assainissement. Ils vont également, dans les années qui vont suivre, payer également la taxe sur le foncier bâti. Donc c'est du donnant-donnant. Les premières primes pourraient être distribuées dans le courant de l'année 2025. Mais déjà, depuis l'annonce de l'opération, les appels affluent à la mairie de Marolles-les-Braud. Vous voulez quelques renseignements, c'est ça ? Des sérieux, franchement, c'est entre 5 et 10 par jour, des sérieux. Après, on peut avoir 20, 30, 40 appels dans la journée. Les emails, c'est pareil. Mais on a des discussions intéressantes avec au moins 5 ménages par jour, quoi. La ville s'est dotée d'une enveloppe de 30 000 € pour son projet. Mais elle n'exclut pas l'idée d'augmenter ce budget en cas de succès. Une nouvelle réponse aux cyberattaques.
Cybermalveillance lance le 17 Cyber, l'équivalent numérique du numéro 17, un service public d'assistance en ligne destiné aux victimes de cyberattaques. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce guichet unique permet aux victimes de comprendre rapidement, en répondant à quelques questions, à quel type de menaces ils sont confrontés avant de recevoir des conseils. La délinquance numérique est un phénomène en constante augmentation. En 2023, cela représentait 278 703 infractions dans le territoire national. On accueille tout de suite les invités de notre journal, une association formée par des professionnels de santé pour développer la communication et l'information autour du don d'organes et de tissus. Marie-Hélène Leroyer et Jocelyn Salétès sont sur notre plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Association Aidons 72 a été créée en 2023 par l'équipe de la coordination des prélèvements d'organes et de tissus de l'hôpital du Mans. Ma première question, c'est simple, pourquoi ? Eh bien, on avait besoin de communiquer sur le don d'organes et tissus et surtout sur un constat par rapport à notre activité où on est confronté à un taux d'opposition qui est très élevé par rapport à la question qui est posée aux proches sur le positionnement du défunt sur le don d'organes et tissus. Expliquez-nous justement ce problème, parce que finalement, la plupart des Français sont favorables au don d'organes, mais en revanche, concrètement, ça ne se caractérise pas. Bah, Tout à fait, c'est la contradiction qu'on constate en France, à savoir que beaucoup de Français sont favorables au don d'organes, mais au moment où ils sont confrontés à la possibilité que leur proche soit donneur ou non, faute que le proche n'ait pas communiqué de son vivant sur son positionnement, souvent les familles opposent un refus à ce qu'on puisse prélever le défunt. Comment ça se passe concrètement justement ? Comment est-ce qu'on devient donneur d'organes ? Eh bien, une fois qu'on est décédé, on peut être donneur d'organes et de tissus. C'est au moment du décès. Donc, il y a deux façons de décéder. Donc, la première, pour être donneur d'organes, il faut être décédé en mort encéphalique. Donc, c'est le cerveau qui ne fonctionne plus. On est en réanimation. Donc, tous les organes sont réanimés. Mais malheureusement, la défaillance cérébrale est irréversible. Et dans ce cas-là, on peut être confronté à la possibilité de don. Mais donc tout le monde est potentiellement donneur d'organes, sauf si on s'y est opposé de son vivant. La loi, elle dit bien qu'on est tous donneurs, sauf si on s'y est opposé du vivant. Donc il y a une première façon de s'y opposer, c'est de s'inscrire sur un registre national des refus. Et le deuxième et troisième, c'est de l'avoir dit à ses proches, de façon orale ou écrite. Et donc c'est de cette manière que vous y êtes le plus souvent confronté. Voilà. Et c'est dans cette recherche d'opposition auprès des proches où on a une grande difficulté parce que le sujet n'a pas été abordé en famille. Parce que les proches que l'on rencontre, nous, dans ces situations malheureusement difficiles, ce sont les membres de la famille. Et le sujet n'étant pas connu, eh bien, on se retrouve avec des oppositions. Est-ce qu'il y a des limites d'âge ou, par exemple, d'une certaine hygiène de vie à avoir pour être donneur ? Non. Et ça fait partie de notre travail. Il faut enlever les idées préconçues à ce sujet. Il n'y a pas de limite d'âge. Chaque cas est évalué justement au cas par cas. Nous, on est amené à faire énormément d'examens sur les donneurs potentiels pour évaluer la qualité des potentiels greffons. C'est relayé bien sûr tout ça à l'agence de la biomédecine qui est un de nos responsables de tutelle. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on a été fumeur, parce qu'on a eu une hygiène de vie un petit peu limite à un moment de sa vie, ou parce qu'on est très âgé, qu'on ne peut pas être donneur. Non, on a pu prélever pour des tissus des centenaires et pour des organes des gens de 90 ans. Et justement, c'est le but de votre association, c'est d'en parler pour que ce soit le plus audible possible. Voilà, que les gens en parlent entre eux. C'est important le don également parce qu'il y a une liste d'attente et faute de greffons, beaucoup de gens sont dans cette attente et ça peut coûter cher. Tout à fait. Ce qu'on peut constater à l'échelon national et local également, c'est qu'on a une augmentation des gens qui sont en attente d'un greffon, alors que les donneurs potentiels, la liste de donneurs stagne. Enfin, pas la liste de donneurs, c'est que le nombre de donneurs, lui, a tendance à stagner. Donc on se retrouve avec un écart qui, lui, va croissant entre les besoins et les donneurs potentiels. Par exemple, en Sarthe, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de combien de prélèvements cette année ? Oui, tout à fait. J'ai les chiffres devant moi. On est à 72 donneurs en termes de tissus et 5 supplémentaires au moment d'un prélèvement multi-organes.
Ça équivaut à 145 cornets qui ont pu être prélevés. À l'hôpital du Mans, on va prélever les cornets et les vaisseaux. En termes de tissu, on a 32 veines saphènes, 14 artères fémorales et 2 autres types de vaisseaux. Et en termes d'organes, on a eu 9 patients qui sont passés en encéphalique en réanimation et on a pu prélever 9 multi-organes sur ces 16 patients. Il y a des projets, je présume, pour cette association et il y a une personne qui est un peu porte-étendard aussi de la lutte pour le don d'organes et de tissus. C'est Alexandre Alain que nous avons reçu à de multiples reprises sur notre plateau. Comment est-ce qu'il peut intervenir avec vous dans cette association ? Déjà, il a accepté d'être notre parrain de cette association, notre association qui s'appelle Aidons 72. Donc, il va préciser pour nos téléspectateurs, oui. Alexandre Alain qui est double greffé des poumons et qui a la mucoviscidose. Voilà, et puis qui est un grand sportif, et puis qui communique beaucoup par rapport à ça, le fait qu'il ait pu lui bénéficier d'une greffe bipulmonaire et qui a retrouvé quand même une qualité de vie extraordinaire et du coup il met en avant ça par le sport et la communication et donc grâce à lui on va pouvoir mieux communiquer et il va être aussi porteur de projets et puis peut-être aussi de contacts et donc on va essayer de mettre en place plusieurs choses pour communiquer. Justement, votre but, c'est ça, hein, c'est de faire des projets pour communiquer, notamment les 24 heures vélo, c'est ça ? Oui, un des projets qui est en cours pour l'année 2025, ça va être la participation aux 24 heures vélo d'une équipe qui va symboliser un petit peu la chaîne du don, à savoir qu'il va y avoir un professionnel de santé issu des urgences, plusieurs professionnels de santé issus de la réanimation, de la coordination des prélèvements d'organes et tissus. Et peut-être que notre parrain nous fera l'immense privilège et honneur d'être le 6e relayeur. À savoir aussi que cette équipe elle va être complètement mixte. On a 3 femmes, 3 hommes, on y tenait aussi. Et donc ça, c'est une des actions qu'on compte mener cette année, parmi d'autres qu'on ne va pas pouvoir divulguer tout de suite parce que les projets sont... On aura l'occasion du coup d'en reparler avec vous. Oui, on reviendra. Donc je rappelle que pour cette association, vous êtes donc 6 infirmiers coordinateurs et si vous voulez, vous, à la maison, apporter votre aide ou soutenir, n'hésitez pas à envoyer un mail à aidons72@hotmail.com. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Suite aux conséquences du cyclone dévastateur à Mayotte, des appels à la générosité sont lancés. Et c'est surtout des associations qui donnent pour envoyer des dons et des denrées aux Mahorais sinistrés. L'ADMR, l'association du service à domicile, prépare ses sacs à dos, les kits pour les personnes vivant dans la rue. Et après la collecte, il y a un mois, il y a des produits en plus. Alors, pourquoi ne pas rendre service et envoyer tout cela à nos compatriotes ? Je vous propose d'écouter une bénévole de l'association. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à toutes distribuer en même temps. Et quand on a vu ce qui se passait à la télévision, ces pauvres gens qui n'ont rien et qui vraiment sont complètement démunis, donc on a décidé de faire des envois pour Mayotte avec des produits d'hygiène, quelques t-shirts, ça on n'en a pas beaucoup, mais des sacs à dos qui nous restent, qui peuvent peut-être servir quand ça arrivera là-bas. On est sensibilisé par ce genre d'événement, de toute façon, les gens sont malheureux, il faut bien les aider. Il sera bientôt impossible de se garer sur la place d'Alger la nuit. Et oui, il y a 1 an et demi, des bornes avaient été installées pour empêcher les automobilistes d'accéder à la place en fin de semaine de 22h à 7h puis à 6h du matin. L'objectif était de réduire les nuisances sonores et l'expérimentation semble fonctionner. Dès ce dimanche, la mesure sera donc élargie à tous les jours de la semaine. Une décision prise en concertation avec le conseil de quartier Cœur de Ville, souligne le cabinet du maire Stéphane Le Foll. Un chantier routier exceptionnel aux abords de Connerré, Colin. C'est un viaduc de 134 mètres qui devrait voir le jour. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre des aménagements d'échangeurs automobiles dans le secteur de Conneré. Ce mercredi, la presse était invitée pour faire un point sur l'avancée des travaux qui ont débuté au printemps dernier. Face au risque de crue dans l'Huisne, un aménagement spécifique est mis en place. Immersion dans ce chantier avec Alexandre Ferrer. Ces anciens champs de Conneré vont faire place à une infrastructure autoroutière unique en Sarthe. Un viaduc, compris comme le plus grand ouvrage au-dessus d'une route départementale sur le territoire. L'ouvrage d'art ici est un peu la rampe de lancement au viaduc que vous voyez derrière. Un viaduc de 134 mètres de long qui va sur une pente à environ 5%, qui va permettre de rejoindre la RD 323 et totalement désengorger la commune de Conneré du trafic poids lourd existant en nombre aujourd'hui. Les risques de crue ne sont pas minimes dans le secteur.
Lors de la dernière dépression Kirk, en octobre dernier, plus d'1 mètre d'eau recouvrait les champs autour du chantier. Afin de limiter les risques, un ouvrage de décharge qui permet de fluidifier la circulation de l'eau dans l'Huisne est aménagé. Alors c'était nécessaire et rendu même obligatoire par rapport à l'ensemble des études qui ont été menées sur la loi sur l'eau, qui nous ont autorisé bien entendu la création de ce viaduc et tenant compte des différentes crues centenales ou plus proches notamment pour prendre en considération la montée des eaux ici sur le secteur de Connerré. Cette traverse rentre dans sa phase terminale avant de débuter le chantier du viaduc, prévu en début d'année prochaine. Ce projet-là est un projet historique, même aujourd'hui emblématique du département, avec un investissement au total de 8,5 millions d'euros, avec un cofinancement pour la partie de travaux que vous voyez derrière, donc 5,5 millions pour le département de la Sarthe et 3 millions pour la région des Pays de la Loire. Il faudra attendre encore quelques temps avant d'emprunter cet ouvrage d'art. Le terme des travaux est envisagé pour fin 2025. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. Colin Ansel accueillera le commandant Christian Letellier et il sera question de l'œuvre des pupilles. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV Sarthe. Alors pour votre soirée, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Des nuages qui malheureusement seront accompagnés de quelques averses. Côté température, celle-ci évolue entre 11 et 12 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 11 degrés du côté d'Alençon, Cieux-le-Guillaume, encore du côté de la Ferté-Bernard. Idem du côté de Saint-Calais, 12 degrés pour la Flèche, Montval-sur-Loire, à Tours, encore du côté de Blois, 12 degrés également pour Laval ou encore du côté de Mamers. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec toujours cette perturbation qui amène encore de nombreux nuages. On n'est pas à l'abri également d'avoir encore une fois quelques averses et les températures qui au petit matin affichent 6 à 7 degrés seront les températures minimales. Comptez 6 degrés au Mans, pour Laval ou encore pour Alençon, 7 degrés à Mamers, pour la Flèche ou encore du côté de Blois ainsi que pour Tours. Pour la suite de votre journée, ça va légèrement s'améliorer avec cette couverture nuageuse qui aura tendance à légèrement se dissiper. On pourra apercevoir quelques rayons de soleil, mais toujours, alors attention, entre deux nuages et toujours avec un petit risque d'averse. Côté température, celles-ci seront comprises entre 11 et 13 degrés, des températures qui seront au-dessus des normales de saison. À cette même époque de l'année, on devrait plutôt tourner entre 7 et 8 degrés en température maximale. Pour la journée de vendredi, un temps plutôt calme et sec dans l'ensemble avant de retrouver une perturbation pour la journée de samedi, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Et regardez toujours ces températures qui sont en nette hausse. En ce 19 décembre, on perd quelques minutes de soleil. Je souhaite à les amis de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. Avant de parler avec notre invité, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et malgré le vent qui entraîne une bonne dispersion des polluants localement, l'ozone restera suffisamment présent pour que nous vous indiquions une qualité de l'air moyenne pour ce jeudi. Allez, maintenant il est temps de parler avec notre invité, le commandant Christian Letellier, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe et secrétaire général de l'œuvre des pupilles au niveau national. Bonsoir. Bonsoir, Colin. Pour résumer, les pupilles, c'est l'association qui œuvre depuis bientôt 100 ans, depuis 1926, pour aider les familles et plus spécifiquement les enfants de pompiers qui sont décédés. Pourquoi est-ce que cette asso elle est si importante pour les sapeurs-pompiers ? Elle est importante parce que tout simplement, depuis sa création et sa reconnaissance d'utilité publique 2 ans après, en 1928, nous sommes arrivés à ce jour à 1712 orphelins sur le territoire national. En fin de compte, ça avait été créé à la sortie de la Première Guerre mondiale, hein, quand on était juste même avant, après la guerre de 70, et ça avait commencé. Et en fin de compte, on prenait en charge les enfants des pompiers qui étaient soldats, qui étaient tués ou blessés très gravement à la guerre. Et puis, petit à petit, on s'est
cantonné en fin de compte, prendre en charge les enfants des pompiers qui étaient morts au feu. Et après, on a étendu aussi aux sapeurs-pompiers qui sont morts de maladie ou qui ont mis fin à leur jour dans des conditions parfois assez horribles. Et c'est quoi le but concret? Quel accompagnement? Alors cet accompagnement, il est surtout sur la scolarité. On dit toujours, on ne remplacera pas le papa ou la maman du gamin qui est parti. En revanche, on pourra l'aider à grandir. Et c'est notre objectif, donc c'est principalement sur sa scolarité, en lui provoquant des aides. Alors il y a des aides qui sont principalement matérielles, financement, des choses comme ça. Puis aussi une aide morale où on peut aider avec des psychologues à encadrer l'enfant et la maman ou le papa qui reste seul. Et on les aide, on les équipe d'ordinateurs pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique, hein, on va dire, parce que on comprend bien et on peut imaginer qu'une famille qui devient du jour au lendemain monoparentale, les ressources ne sont pas les mêmes. En revanche, l'enfant, quand il est à l'école, il est confronté à ses petits copains et il ne peut pas expliquer lui, il vit une grosse différence. Et donc voilà, on essaie d'améliorer en leur offrant des vacances l'été où ils ne pourraient pas partir. Eh bien nous, on leur offre des vacances et ça nous fait chaud au cœur. En sachant que quand on est pupille à vie. Exactement. On a des prestations, des allocations qui peuvent être versées au début. Et quand ils rentrent dans la vie active, ces versements d'allocations cessent, bien entendu. En revanche, si un pupille, comme vous l'avez dit à juste titre, à 40, 50 ans, il était dans une galère, on va dire, et qu'il ait besoin d'appeler au secours, eh bien, il nous appellera et pupille un jour, pupille toujours, eh bien, on viendra l'aider selon les problèmes auxquels il est confronté. Mais il y a quelque chose auquel vous tenez, c'est que ce n'est pas de l'assistanat. C'est une aide, mais ce n'est pas de l'assistanat. Alors c'est tout à fait ça, hein, exactement. On n'est pas dans l'assistanat systématique. On a des familles qui, fort heureusement, en fin de compte, ont des revenus qui leur suffisent, donc les aides vont être beaucoup moindres. Et en revanche, si l'enfant cessait sa scolarité, eh bien les aides diminueraient également, puisqu'on n'aurait plus besoin d'aider à la scolarité d'un enfant qui a cessé de mettre fin à cette scolarité, qui a choisi de travailler et qui serait moins en besoin. Donc voilà, c'est bien de l'aide et non pas de l'assistanat systématique. Là, on rentre dans une période à Noël où l'œuvre des pupilles, on en parle beaucoup et on peut le voir aussi sur des écrans lumineux un petit peu partout dans la ville qui véhiculent ce message. Est-ce que c'est une période spéciale? Alors c'est une période spéciale, vous l'avez deviné, parce que vous avez parlé de Noël et puis c'est la période spéciale pour tous les enfants, mais quand on est orphelin, c'est une période doublement spéciale, je dirais. Je vois que vous êtes observateur, vous avez pu le remarquer au bord de la rocade et sur ces grands panneaux lumineux dynamiques, comme on en voit en arrière-plan, on a cette campagne publicitaire pour l'œuvre des pupilles. Pourquoi? Parce que la campagne qui lève le plus de dons, c'est celle qui est adressée par mail à nos donateurs fin novembre, juste avant décembre, et qui rappelle justement qu'on arrive en fin d'année, si les gens peuvent faire un effort, en rappelant qu'en plus on arrive en fin d'année que pour la défiscalisation, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, il faudra le faire avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de la réduction de 66%. Donc voilà pourquoi on œuvre principalement fin novembre. Et puis là, en ce moment, on a une campagne qui est sur la capitale, à Paris, dans les couloirs du métro, parce que c'est plus celui que dans les stations. Donc on inonde un petit peu ces couloirs du métro, et puis sur les panneaux dynamiques aussi dans la capitale française, comme dans nos grandes villes, comme vous pouvez le voir sur la ville du Mans, à plusieurs endroits. Et donc c'est important parce qu'on est à l'approche de Noël. Il y a des partenariats réguliers qui sont organisés. On peut parler justement avec les boulangeries-pâtisseries sur les galettes à la rentrée, enfin en début janvier, mais aussi... Par exemple, on peut donner l'exemple justement d'Iron Pimpon, de Jérémy Diguet, qui a fait le Tour de France à vélo. Il y a beaucoup de projets comme ça pour mobiliser pour les pupilles. Oui, Jérémy, c'est devenu une star chez nous. Oui, bien sûr, puisque en fin de compte, les ressources de l'œuvre des pupilles sont alors avec des subventions, comme vous l'avez dit, hein, du ministère de l'Intérieur, des services départementaux d'incendie, et puis des unions départementales, et puis les pompiers organisent des manifestations, des pompiers et des non-pompiers organisent des manifestations, et puis la plus grosse partie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les donateurs, la générosité publique qui représente 69% de nos dons. Mais en effet, les sapeurs-pompiers, comme Jérémy, que je connais très bien, puisque son cousin est sapeur-pompier aussi, et il a commencé dans le centre de secours où j'étais chef de centre. Donc voilà, je les connais bien, je connais très bien la famille. Et Jérémy a fait une action, il avait décidé de faire un tour de France, mais vraiment en suivant les pourtours de notre territoire, de l'Hexagone, au plus proche, et tout seul avec son vélo. Il a pris 3 semaines pour faire ce Tour de France. Il est arrivé blessé même parce qu'il avait été renversé par une voiture, il avait une fracture de la clavicule assez douloureuse. Il a fini quand même, son espoir à lui était de ramener 10 000 euros. Il avait été au-delà puisqu'il a ramené plus de 20 000 euros, donc c'était une belle performance. Voilà, c'est grâce à des gens qui font le sacrifice d'eux-mêmes, qui disent moi je vais suer
pour des pupilles de sapeurs-pompiers, parce qu'il est sapeur-pompier volontaire aussi. Et puis voilà, il a eu cet élan. Mais on a d'autres personnes qui ne sont pas sapeurs-pompiers, qui relèvent des défis, qui font le Mont Blanc, qui font des tours en vélo et d'autres périples sportifs. Sur un autre sujet, tant qu'on parle de Jérémy Diguet, il fait partie de ceux qui sont envoyés à Mayotte parmi la délégation de 12 pompiers. Comment est-ce que ça s'organise, un déplacement comme celui-ci ? C'est bien, vous suivez les réseaux, vous êtes au fait de notre activité. On essaye. Alors ouais, c'est très bien, je vous en remercie. Bien sûr, ça intéresse la population. En fin de compte, on a des zones de défense partout sur le territoire. Et la zone de défense ouest décide, au bout d'un moment, vu le cataclysme qui a frappé Mayotte, qui est un département français, où j'étais d'ailleurs au mois de mai dernier rencontrer mon collègue président de l'Union départementale de Mayotte, puisque c'était la première fois que l'œuvre des pupilles se rendait là-bas. On avait échangé et on était loin de penser qu'ils subiraient ce qu'ils ont subi ces derniers temps. Et donc là, ce sont 12 pompiers qui sont voilà, sur donc c'est place. 12 pompiers. En fin de compte, voilà, la zone décide, dit, voilà, chaque département a essayé de fournir tant de pompiers. C'est à nous de chercher, de faire un inventaire, de les trouver, ceux qui sont disponibles. On les véhicule, ils sont partis à Roissy-Charles de Gaulle ce matin. Et puis après, voilà, ils vont s'en aller, rejoindre certainement par la Réunion, ils vont transiter. Et puis de la Réunion, ils auront des missions affectées. Ce sera pour aider à déblayer les voies et peut-être pour distribuer la nourriture et l'eau à la population, parce qu'en fin de compte, il faut faire l'inventaire et recenser rapidement les besoins et organiser comment on va venir en aide et que va-t-on donner à cette population qui n'a plus rien et qui n'a surtout plus d'habitat. On n'a plus le temps pour évoquer le Congrès national des sapeurs-pompiers 2025 qui aura lieu du 8 au 11 octobre au Mans, mais on en reparlera avec vous et on aura le temps d'en reparler. Ce sera avec plaisir. On fait juste un rappel, pour faire un don pour les pupilles, vous pouvez vous rendre sur le site internet pompier.fr/œuvre-d-pupille ou sinon par SMS au 92 030. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Dans Au quotidien, ce jeudi, on reparlera de la catastrophe à Mayotte où le cyclone Chido s'est abattu. Le président de l'association Le Mans Mayotte, Rachidi Abdou, sera notre invité. Et puis dans la suite, nous recevrons Alexis Moget pour nous présenter la 2e édition du tremplin Éclosion pour les artistes sartois amateurs de la scène musicale urbaine. Et bien, pour la suite des programmes sur LMTV Sarthe, on est mercredi, donc c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Au programme cette semaine, le marché de Noël de Meurcé dans le nord du département. Puis une exposition Playmobil à Lavardin, vous le verrez, ça vaut le détour. Les 10 ans de la bourse d'échange à Arnage, évidemment. Et puis enfin, direction le château du Lude qui fête Noël avec des décos. Ça donne envie et c'est dans un instant. L'info, quant à elle, revient à 18h30 en direct ce jeudi sur LMTV Sarthe. Et d'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne. Salut!